Laurence Levourche, je suis psychologue, dans le service de neurochirurgie au CHU, de Brest. Préparer cette intervention, j'ai lu le livret de témoignages de femmes présentant un méningiome ou des méningiomes réalisés par Amavea. Ce livret montre la singularité de chaque histoire de femme, chaque expérience étant colorée par différents facteurs, leur âge au moment de la découverte impactant différemment leur vie de jeune adulte ou de femme plus mûre, leur projet de vie, la localisation de la tumeur, les symptômes impactant aussi différemment leur autonomie, leur qualité de vie. Chacune essayant d'affronter cette épreuve en trouvant des ressources, du soutien, et tout en essayant du mieux possible de continuer à avancer dans les différentes étapes du parcours, passer le choc de l'annonce, comme l'évoquaient tout à l'heure mes collègues. La surveillance là où les chirurgies, la convalescence. Pour ma part, on m'a proposé d'intervenir sur les séquelles cognitives après la chirurgie. Les changements cognitifs peuvent être la conséquence directe de la tumeur, mais aussi parfois induits ou aggravés par l'acte chirurgical. Il est aussi possible que la découverte du méningiome soit fortuite et asymptomatique au niveau cognitif, et la chirurgie n'induit pas forcément de séquelles cognitives durables non plus. Le méningiome est souvent révélé à partir du moment où la personne présente des gènes, quand celui-ci induit une compression sur le cerveau ou les nerfs, et c'est cette compression qui peut provoquer des troubles. Le symptôme le plus fréquent est le mal de tête, dans 50% des cas, mais non spécifique à une localisation. Les autres symptômes possibles sont les suivants: des troubles neurologiques, comme l'a évoqué le docteur Saliou, les troubles sensoriels et également les troubles cognitifs, à type de confusion, désorientation, troubles de la parole, ralentissement de la pensée, difficulté de compréhension. Les méningiomes sont souvent nommés en fonction de leur emplacement, méningiome syngital, cérébelleux, et peuvent entraîner des symptômes très divers en fonction de l'endroit exact où ils se trouvent. Si on s'intéresse plus spécifiquement aux troubles cognitifs et que l'on se plonge rapidement dans l'anatomie du cerveau, je vous rappelle notamment que le cerveau est composé de 2 hémisphères cérébraux, le droit et le gauche, du tronc cérébral et du cervelet. Avec 6 lobes, le lobe frontal en vert, pariétal en bleu, occipital en mauve, temporal en jaune, et il y en a également 2 autres plus en profondeur, le lobe limbique et le lobe insulaire. L'hémisphère droit reçoit les sensations et contrôle la partie du corps à gauche, et l'hémisphère gauche la partie du corps droit. Ces lobes contrôlent des fonctions différentes du cerveau. Si on se penche un peu plus spécifiquement sur les fonctions sous-tendues par le lobe frontal, il est notamment impliqué dans le contrôle de la coordination motrice du corps, dans l'expression et l'articulation du langage, les fonctions exécutives, c'est-à-dire toutes les capacités de jugement, de raisonnement, prise de décision, de planification, mais également dans les comportements sociaux et la mémoire, notamment l'accès aux informations. Le lobe temporal est lui impliqué au niveau du langage, dans la compréhension et la reconnaissance des sons, des mots, des images, ainsi que l'accès aux connaissances académiques. Le lobe pariétal est plutôt impliqué dans le traitement des informations sensorielles, mais également le repérage dans l'espace, les capacités attentionnelles, au niveau du langage, plutôt la lecture, l'écriture, ainsi que le calcul. Le lobe occipital est plutôt lui impliqué dans le traitement des informations visuelles et la perception des images. Le lobe insulaire est lui impliqué dans la planification de l'articulation et de la parole. Il est plutôt associé aussi au processus de douleur ainsi qu'aux émotions primaires et impliqué dans la conscience de soi. Le lobe limbique, lui, est impliqué dans le fonctionnement de la mémoire en lien avec les émotions et dans l'intention de communication.
Il y a également les structures sous-corticales, composées des noyaux gris centraux, qui possèdent 3 fonctions fondamentales, une fonction plutôt motrice, une fonction cognitive et enfin une fonction plutôt émotionnelle. Il y a également les faisceaux de substances blanches et les circuits d'association. C'est l'ensemble de ces connexions qui permettent les échanges dans les hémisphères entre les différents lobes et les structures sous-corticales. Déjà là, on comprend la complexité de l'organisation cérébrale. Notre cerveau a une grande faculté d'adaptation, ce qui fait que pendant un moment, le méningiome s'installe sans bruit. Mais notre cerveau a aussi des limites, et quand il est trop comprimé, il est en souffrance et s'expriment alors les premiers symptômes. Heureusement, notre cerveau a aussi des facultés de plasticité, et même si des symptômes apparaissent, en lien avec la localisation de la compression du méningiome, et que des neurones se détériorent et ne peuvent plus assumer leurs fonctions, la plasticité permettra une réorganisation neuronale qui permettra de former de nouvelles connexions avec les neurones situés à proximité, et ces derniers pourront prendre en charge en partie les fonctions. Mais parfois, la plasticité spontanée a ses limites, et il aura besoin d'être renforcé par un temps de rééducation. Cette rééducation, souvent en multidisciplinarité, va dépendre de la localisation et des gènes de la personne. Dans le livret d'Amavea, notamment Nathalie, qui explique avoir travaillé auprès du kiné et de l'orthophonie afin de pouvoir retrouver l'équilibre d'un point de vue physique et également retrouver une fluidité au niveau de la parole, l'accès aux mots. Et finalement, c'est le temps qui lui a permis de retrouver ses ressources. Si on revient sur notre sujet des plaintes cognitives, il peut arriver que certaines personnes restent gênées après la chirurgie, d'autant plus que parfois s'ensuivent des soins de radiothérapie qui peuvent encore plus fragiliser la sphère cognitive. Les difficultés les plus invalidantes dans le cadre des maladies neurologiques, quelles qu'elles soient, est la fatigue. Cette fatigue est retrouvée dans les tumeurs, l'AVC, les traumatismes crâniens. Et cette fatigue peut perdurer longtemps après l'événement neurologique. Les autres difficultés souvent mentionnées par les patients sont des difficultés en mémoire, au niveau attentionnel et des fonctions exécutives, qui sont des capacités de haut niveau qui permettent d'adapter ces stratégies, ces comportements dans des situations nouvelles, notamment, comme on l'évoquait tout à l'heure, la planification de tâches, le raisonnement de problèmes. Et ces difficultés représentent un facteur majeur de perte de qualité de vie. Et ces symptômes s'influencent mutuellement, la fatigue et les fonctions autres cognitives. En effet, au départ, la fatigue chronique, induite par la tumeur et ou les traitements, s'associe souvent à une altération de l'humeur en lien avec l'annonce, la modification de la qualité de vie et majore le dysfonctionnement cognitif. En présence de troubles cognitifs, les tâches de la vie quotidienne deviennent plus coûteuses et majorent la fatigue, générant une frustration et une détresse psychologique. Ceci peut induire un cercle vicieux. Il est donc important de tenir compte de l'ensemble de ces facteurs par des propositions dont peuvent se saisir les patients. Au niveau de la fatigue, les études montrent que des interventions axées sur les connaissances de la gestion de l'activité quotidienne, du sommeil et de la fatigue peuvent réduire cette fatigue. Les séances sont souvent axées sur les pensées, les croyances autour de la fatigue, et ainsi, avec une meilleure compréhension de leur fonctionnement, les personnes essayent d'adapter leur comportement et acquièrent des stratégies pour mieux gérer leur fatigue. Ces interventions sont souvent associées à de la pratique d'activité physique adaptée. Au niveau de la sphère psycho-affective, proposer un soutien psychologique pour accompagner le vécu autour de la maladie, le deuil, associé à d'autres pratiques, notamment dans le livret d'Amavea, on observe que les patientes témoignent souvent s'être orientées vers des activités de sophrologie, de méditation ou de yoga. Au niveau des séquelles cognitives,
Dans les données de la littérature, il est rapporté qu'environ 40% des patients atteints de méningiome présentent une difficulté dans au moins un domaine neurocognitif. Les difficultés touchent principalement les fonctions exécutives dont on a parlé tout à l'heure, et notamment les fonctions associées à la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la capacité à maintenir et manipuler une information pendant une courte durée. Souvent, les patients présentant des difficultés en mémoire de travail se plaignent de difficultés pour suivre une longue conversation ou une conversation avec plusieurs interlocuteurs, des difficultés à se concentrer dans un environnement bruyant. Ils peuvent également être gênés quand on les coupe dans une action, une conversation, ou être également en difficulté dans la gestion de doubles tâches. Ces difficultés peuvent impacter de manière importante leur qualité de vie et leur interaction avec leur entourage. Actuellement, peu d'études ont été menées sur les effets de la tumeur et ou des interventions chirurgicales sur les fonctions neurocognitives chez les patients atteints de méningiome. Mais récemment, l'équipe du docteur Fuda, neurochirurgien sur l'hôpital de New York, s'est intéressée à l'utilisation d'un programme d'entraînement de la mémoire de travail chez des patients ayant subi une résection chirurgicale d'un méningiome intracrânien et qui présentaient des séquelles neurocognitives après la chirurgie. Dans cette série de cas, tous les patients démontrent une amélioration significative de leur fonction neurocognitive en évaluation post-intervention. Ce serait donc un travail à approfondir, notamment en s'intéressant également à l'impact de cette rééducation sur leur qualité de vie. Car il est important de rappeler que toute activité de rééducation doit viser les situations de vie quotidienne réelles de la personne, afin que cette dernière puisse être moins gênée dans ses activités et est souvent associée à un travail de psychoéducation sur la compréhension des facteurs pouvant favoriser leurs difficultés, comme les facteurs de stress, la fatigue, l'environnement bruyant, ou également de les diminuer, c'est-à-dire faire des pauses, expliquer aux proches les difficultés rencontrées par les patients, l'intérêt des routines. Et parfois, la plasticité cérébrale et la rééducation ne permettent pas de retrouver la totalité de ses ressources. Est alors venu le temps de l'adaptation. La maladie bouleverse le quotidien, elle nous tombe dessus, nous montre les limites du corps et de l'esprit, nous oblige à aménager notre vie et à nous adapter à nos nouvelles capacités, à nous reconstruire, à maintenir autant que possible, même avec des difficultés, des handicaps, revoir notre mode de fonctionnement et nous amène souvent à nous recentrer sur ce qui est important pour nous. Ce sont les idées qui ont été évoquées notamment dans le livret par les patientes qui ont témoigné. Et souvent, avec les patients que je rencontre, je leur évoque le modèle de Baltz, qui a développé le modèle SOC, SOC pour sélection, optimisation et composition, qui est un modèle d'adaptation au changement. Pour illustrer un petit peu ce modèle, je vais vous prendre l'exemple d'un grand pianiste, Arthur Rubinstein, qui a vécu jusqu'à ses 95 ans. Il a connu l'expérience de l'avancée en âge et des changements qui s'y associent. Il continuait à jouer en concert avec virtuosité et sans partition, car il s'était adapté à ses nouvelles capacités. D'abord, il a réduit son répertoire à 5 concertos, il a donc sélectionné. Ensuite, il répétait moins longtemps qu'avant, mais s'exerçait davantage sur les 5 partitions sélectionnées. Il a optimisé. Enfin, pour contrecarrer la lenteur mécanique due à l'arthrose, il interprétait moins vite les passages lents, de sorte que les passages rapides paraissaient plus rapides qu'ils ne l'étaient réellement dans son interprétation. Il a compensé. L'essentiel était que les 5 partitions choisies par Rubinstein étaient ses préférées. 5 partitions, c'est peu, dira-t-on, peut-être, mais grâce à elles, il continua à voyager dans le monde entier, à donner des concerts, à répondre aux questions des journalistes. Il a pu maintenir son identité de pianiste. Ces événements de vie, comme la maladie, nous amènent à composer une métamorphose construite sur le changement, la transformation, tout en essayant de maintenir notre identité, le maintien de nos capacités d'enrichissement, d'épanouissement
de nous développer personnellement, avec la maladie et non malgré. J'ai pris cette expression à la femme d'un patient qui accompagne son époux qui développe une maladie neuro-évolutive. Il est possible, c'est qu'elle de se recentrer sur l'essentiel, ce qui est vraiment important pour nous, ce qui n'est pas un parcours aisé, il est vrai. Et cette période d'adaptation n'est pas toujours simple non plus, car parfois, ces séquelles, qu'elles soient cognitives ou psychologiques, sont invisibles, contrairement à une séquelle physique, comme des difficultés à marcher, et pourtant n'est pas moins handicapant qu'un handicap physique. Ce handicap peut être incompris par l'entourage ou mal interprété. Fatigue, passant pour de la fainéantise. Un patient qui présentait une tumeur cérébrale et qui avait terminé sa chimiothérapie depuis 1 mois et qui se plaignait de nausées et de fatigue m'expliquait que son entourage ne comprenait pas, car il avait plutôt bonne mine, et que le traitement était terminé alors que lui en ressentait encore les effets. Il était attristé de ne pas se sentir entendu dans sa souffrance. Cette non-compréhension face au handicap invisible peut aussi toucher le corps médical. En effet, actuellement, la médecine se repose de plus en plus sur des preuves concrètes comme l'imagerie ou les résultats à un score. Et quand ces 2 derniers ne révèlent aucun déficit, il peut être difficile aux professionnels de reconnaître à sa juste valeur le handicap. Or, l'expérience dans le vécu de la difficulté, seul le patient peut la définir, car c'est lui qui note l'impact dans son quotidien. Par exemple, un chef d'entreprise ne sera pas affecté au même degré d'une perte d'audition qu'un pianiste professionnel. Je reviens sur la singularité des histoires du livret, dans le vécu de la maladie et des répercussions propres à chacun. Le handicap invisible est réel dès lors qu'il est vécu comme tel par la personne. Il est important alors de pouvoir bénéficier d'aménagements, par exemple par des adaptations de poste pour ne pas mettre la personne en difficulté et lui permettre de rester insérée dans une vie active et sociale. Indication à l'explication des changements, par exemple, cognitifs à l'entourage, aux collègues par exemple, en lien avec des difficultés dans la rétention des consignes quand trop d'informations. Il peut également être envoyé l'émission par mail pour avoir une trace écrite sur laquelle la personne pourra se référer. L'intérêt de communiquer, d'expliquer pour le patient, son entourage, pour favoriser une meilleure adaptation. En conclusion, les méningiomes, bien qu'ils soient souvent considérés comme des tumeurs cérébrales bénignes, peuvent avoir des répercussions significatives sur les fonctions cognitives des patients. Les séquelles cognitives qui peuvent induire et inclure des troubles de la mémoire, des difficultés d'attention et des fonctions exécutives. Il est donc essentiel de prendre en compte ces impacts lors de la prise en charge des patients, afin de leur offrir un soutien adapté et d'améliorer leur qualité de vie. En fin de compte, une approche multidisciplinaire est cruciale pour aider le patient à naviguer dans les défis post-opératoires et retrouver un équilibre dans leur vie quotidienne. Je vous remercie pour votre attention.